L'air avait une saveur de présage ce soir d'octobre, métallique et lourd, comme le moment précédant un éclair. Daniel Moreau avait appris à faire confiance à ce sentiment dans des endroits où faire confiance à la mauvaise personne signifiait ne jamais revenir chez soi. 15 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté cette vie, mais certains instincts refusaient de mourir. Il essuyait le comptoir de sa station-service de bord de route, en pleine campagne de l'Iowa, quand la jeune femme trébucha à travers la porte, trempée jusqu'aux os et fuyant quelque chose qu'elle ne nommerait pas. Moins de 24 heures plus tard, sa fille aurait un fusil chargé entre les mains. Son fils de 12 ans mélangerait des explosifs dans une cave à légumes et les fantômes de Prague 1968 reviendraient hurler à la vie. Le passé, Daniel l'apprendrait, ne reste pas enterré quand on lui doit du sang. Les néons du relais de la prairie fredonnaient leur chant monotone, tandis que Daniel consultait sa montre. 9h17. 3 heures restaient à son service avant qu'il ne puisse rentrer chez lui pour voir son plus jeune, puis s'effondrer dans un lit qui sentait légèrement l'huile de moteur, peu importe la fréquence à laquelle il lavait les draps. Le garçon avait besoin de lui ces derniers temps, avait besoin du réconfort que seule la présence d'un père pouvait offrir, surtout depuis que les médecins avaient rendu leur verdict sur l'état de santé de Thomas qui se détériorait. Le tonnerre roulait sur les plaines de l'Iowa, plus proche maintenant. La pluie arriverait bientôt, Daniel pouvait la sentir se mêler aux émanations d'essence et au café devenu amer dans la cafetière. Il s'apprêtait à en préparer une nouvelle fournée quand la porte s'ouvrit en grand. Elle ne devait pas avoir plus de 18 ans. Des cheveux noirs plaqués contre une peau pâle, des yeux qui passaient chaque sortie en revue avec l'efficacité rodée de quelqu'un entraîné à survivre. L'eau gouttait de sa veste en cuir sur le linoléum usé. Toilette, sa voix portait à peine au-dessus de l'approche de la tempête. Daniel désigna le couloir étroit. « Servez-vous, le café est chaud si vous en voulez. » Elle hocha la tête une fois, précise, économique, puis disparut. Daniel remarqua qu'elle ne laissait aucune empreinte humide menant à la porte, ce qui signifiait qu'elle n'était pas arrivée en voiture. Pas récemment, en tout cas. Le relais de la prairie se tenait seul au carrefour, à 8 kilomètres de la ville la plus proche de Millbrook. Personne ne venait à pied ici, à moins que quelque chose de catastrophique ne se soit produit. « Papa, le générateur fait encore des siennes !» Sa fille sortit du débarras, 19 ans, avec les yeux verts de sa mère et sa propre mâchoire têtue. Emma aidait à la station depuis ses 15 ans, depuis que le cancer avait emporté Rebecca et laissé Daniel avec 2 enfants et des dettes qui s'étendaient comme des barbelés sur leur avenir. « Je m'en occuperai demain », dit Daniel, bien qu'il dise cela depuis 3 semaines. L'argent pour les réparations était en concurrence avec l'argent pour les spécialistes de Thomas, et Thomas gagnait toujours ce calcul. Emma jeta un coup d'œil vers le couloir où la jeune femme avait disparu. Qui est-ce? Je ne sais pas. Juste quelqu'un pris par le mauvais temps. Sa fille se dirigea vers la fenêtre, scrutant l'obscurité. Je n'ai pas entendu de véhicule. Daniel non plus, ce qui augmenta son malaise. La jeune femme revint 5 minutes plus tard, s'étant quelque peu séchée avec des serviettes en papier. De près, Daniel remarqua des détails qui ne correspondaient pas. Des bottes chères, malgré le jean usé, un pendentif en argent en forme d'ailes à son cou, des mains qui bougeaient avec une précision martiale. « Merci, dit-elle en s'approchant du comptoir. Je pourrais utiliser votre téléphone? Mon moyen de transport a eu un problème. » Daniel désigna le vieux téléphone à cadran près de la caisse. « C'est à vous. » Elle prit le combiné, puis marqua une pause, sa main libre touchant inconsciemment le pendentif. Quand il attrapa la lumière, le souffle de Daniel se coupa. Des ailes d'acier, emblème non officiel d'une unité qui n'avait jamais officiellement existé, portée par seulement 6 personnes dans le monde entier. Avant qu'il ne puisse assimiler cette révélation, des phares balayèrent les fenêtres. Non pas un véhicule, mais 4. Leur moteur grondant à travers la tempête. Emma se raidit à côté de lui. « C'est la Camaro de Brandon. » La jeune femme se figea, tasse de café à mi-chemin de ses lèvres.
la peur traversant ses traits avant d'être rapidement masquée. 4 portières de voiture claquèrent en succession rapide. Des voix de jeunes hommes, fortes et imprudentes. La porte s'ouvrit avec fracas alors que Brandon Dubois entrait avec arrogance, flanqué de 3 joueurs de rugby du lycée de Millbrook. Tous portaient les blousons de leur équipe malgré la chaleur, symbole du petit pouvoir qu'ils exerçaient dans une petite ville. À 19 ans, Brandon était déjà le fils de son père, 1,88 m d'arrogance cultivée avec des cheveux soigneusement coiffés et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Le gendarme Dubois avait préparé le garçon pendant des années, jusqu'à la façon dont il posait sa main sur sa ceinture, mimant un étui. Eh bien, la voix de Brandon dégoulinait de fausses surprises. Nina Fournier, toute seule et loin de chez elle. Nina Fournier. Le nom explosa dans l'esprit de Daniel comme une grenade. Fournier. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Nina posa son café, les épaules carrées. Je ne faisais que passer, Brandon. Pas besoin de faire de drame. Brandon s'approcha, ses amis se dispersant pour bloquer les sorties avec une coordination rodée. Mais c'est un drame quand la royauté motarde visite notre petite ville. Papa sait-il que sa princesse se mêle aux locaux? Laissez-la tranquille. Emma s'avança, se plaçant entre Nina et les garçons. Achetez quelque chose ou sortez. Les yeux de Brandon glissèrent vers Emma, la fin remplaçant la moquerie. Toujours à jouer les héros moraux, ton père t'a appris à fourrer ton nez dans les affaires des autres? En fait, répondit Emma d'une voix égale, il m'a appris à reconnaître les problèmes quand je les vois. L'un des amis de Brandon, un seconde ligne au cou épais que Daniel reconnut comme Antoine Lefebvre, s'avança. « Surveille ta bouche, petite mécanicienne. » Daniel posa son chiffon. « Ça suffit. Vous devez partir, les garçons. Maintenant. » Brandon tourna son attention vers Daniel, les yeux plissés. « Sans manquer de respect, monsieur Moreau, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le père de cette fille dirige les Ailes de Fer, le plus grand club de motards hors la loi de 3 États. Les Hells Angels ne leur arrivent pas à la cheville. Je me fiche de qui est son père, dit Daniel calmement. Dans ma station, tout le monde est traité avec respect. Alors vous pouvez faire demi-tour et partir avant que cela ne devienne quelque chose dont le gendarme Dubois doive entendre parler. Le visage de Brandon s'assombrit. Mon père sait exactement qui elle est. Les Ailes de Fer tournent autour de Millbrook depuis des semaines. C'est leur éclaireuse. J'essayais de joindre ma mère à Des Moines, dit Nina, sa voix ferme. Ma moto est tombée en panne 6 kilomètres plus loin. Pratique, ricana Brandon. Il se retourna vers Daniel. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, les Ailes de Fer ont tué 2 gendarmes en 80. Ils trafiquent des armes, de la drogue, pire encore. Et ils prévoient de quelque chose à Millbrook. Mon père a des informations. Votre père a une dent contre eux, coupa Daniel, sa voix se durcissant. Et vous avez 10 secondes pour partir avant que j'oublie que vous n'êtes que des gamins qui jouent au grand. Antoine attrapa le bras de Nina. Le gendarme voudra vous parler. Emma le repoussa, le faisant trébucher dans un présentoir d'huile de moteur. Enlevez vos mains d'elle. Le poing de Brandon frappa la mâchoire d'Emma avant que Daniel ne puisse intervenir, faisant claquer sa tête en arrière. Elle s'écrasa contre le comptoir, du sang fleurissant au coin de sa bouche. Daniel sauta par-dessus le comptoir avec une vitesse qui démentait ses 46 ans. Sa main se referma sur la gorge de Brandon, le plaquant contre le mur assez fort pour faire trembler le présentoir de cigarettes. « Mauvaise idée, fiston », murmura Daniel, sa voix mortellement calme. « Très mauvaise idée. » Le 3e garçon chercha quelque chose dans sa veste. Sans regarder, la main libre de Daniel jaillit, capturant le poignet du garçon dans une étreinte qui le fit haleter. « Ça ne doit pas être ce que je pense », dit Daniel, toujours concentré sur le visage de Brandon, de plus en plus paniqué. « Juste un couteau, monsieur Moreau, pour la protection. Lâchez-le !» Le cran d'arrêt cliqueta sur le sol. Daniel relâcha Brandon, qui glissa le long du mur en haletant.
Sortez, tous! Et Brandon, si tu touches encore ma fille, il n'y aura pas d'insigne dans cet état qui pourra te protéger. Claire? Brandon se massa la gorge, la haine brûlant dans ses yeux. Mon père en entendra parler. Comptez dessus. Je déposerai une plainte pour agression demain matin. Les trois adolescents reculèrent vers la porte, toute bravade s'étant évaporée. Brandon désigna Nina. « Ce n'est pas fini, Fournier. Dites à votre vieux que nous savons ce qu'il prépare. » Puis ils partirent, le moteur de la Camaro rugissant alors qu'elle quittait le parking en dérapant. Daniel se tourna vers Emma, examinant doucement la contusion qui se formait le long de sa mâchoire. « Ça va, ma puce ?» Emma hocha la tête, grimaçant. « Oui, ce n'est pas la première fois que Brandon montre son vrai visage. »« C'est la première fois qu'il te frappe », observa Daniel, la glace dans la voix. « Je vais bien, papa. Vraiment. » Emma jeta un coup d'œil à Nina. « Vous allez bien ?» Nina sembla surprise par l'inquiétude. « Je devrais vous poser la question. Vous n'aviez pas à intervenir. »« Si, je devais, » répondit simplement Emma. Daniel étudia Nina plus attentivement maintenant. La ressemblance était subtile, mais indéniable. Le port de sa mâchoire, l'intelligence calculatrice derrière ses yeux sombres. La fille de Victor Fournier, sans aucun doute. « Votre moto est tombée en panne ?» demanda-t-il. Nina hocha la tête. « La chaîne de distribution a cassé sur ma Sportster. J'ai dû la cacher hors de la Highway 70 quand j'ai vu ces idiots me suivre. » Iron Head de 78, devina Daniel. Les sourcils de Nina se levèrent. Bonne oreille. La plupart des gens ne peuvent pas distinguer les années. Votre père roulait avec vous? La question resta en suspens trop longtemps. Non, dit finalement Nina. Il ne sait pas que je suis parti. Maman et moi sommes restés chez ma tante à Chicago depuis la séparation. Papa voulait que je finisse mes études là-bas, loin des affaires du club. Elle hésita. Comment saviez-vous que Brandon mentait sur les ailes de fer qui préparaient quelque chose? Parce que les clubs hors la loi ne perdent pas de temps dans des villes comme celle-ci, à moins qu'ils ne soient de passage, répondit Daniel. Et parce que le gendarme Dubois a hérité de son habitude de tordre la vérité pour l'adapter à son récit. Un éclair jaillit, immédiatement suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler les fenêtres. La tempête était directement au-dessus. « Je devrais appeler ma mère, » dit Nina, « lui faire savoir que je serai en retard. » Pendant que Nina passait son appel, Daniel prit Emma à part. « Va te nettoyer. Je fermerai ce soir. »« Papa ?» Emma baissa la voix. « Qui est-elle vraiment? Tu as reconnu quelque chose. » Daniel considéra sa réponse attentivement. « Quelqu'un lié à mon passé, avant ta naissance, lié au milieu militaire. » Emma étudia le visage de son père, y lisant la tension. « Tu t'inquiètes de plus que Brandon Dubois. Fille intelligente. » Daniel esquissa un sourire. Trop intelligente parfois. Nina revint, l'expression troublée. « Maman ne répond pas. J'ai laissé un message. » « Le réseau est capricieux par ce temps, » offrit Daniel, bien qu'il soupçonnât que le problème pouvait être plus compliqué. 1 heure plus tard, ils avaient récupéré la Sportster de Nina dans le fossé de drainage où elle l'avait cachée. Daniel chargea la moto dans la benne de son pick-up, la fixant avec une efficacité rodée. De retour à l'atelier du relais de la prairie, il examina la chaîne de distribution sous la lumière crue des néons. « C'est une cassure nette, » dit-il finalement, « presque trop nette. » Nina fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Ça pourrait être une coïncidence. Ça pourrait être que quelqu'un voulait vous laisser en panne. » Daniel leva les yeux vers elle. « Quelqu'un aurait-il une raison de vous suivre à part Brandon et ses amis? »« Non, » dit Nina rapidement, trop rapidement. Daniel n'insista pas. Au lieu de cela, il poussa la Sportster dans son espace de travail. « Je peux réparer ça. Il faudra peut-être une journée pour obtenir les pièces. Je devrais probablement juste appeler une dépanneuse pour des moines. »
Cela vous coûtera au moins 300. Je peux le faire pour les pièces et la main-d'œuvre, peut-être 100 au total. L'offre pratique sembla apaiser ses soupçons. C'est généreux. C'est des affaires, corrigea Daniel. La cloche de l'entrée retentit de nouveau. Emma alla vérifier puis ne revint pas. Daniel posa ses outils et la suivit. Le gendarme Gérald Dubois se tenait au comptoir. Son uniforme impeccable malgré l'heure tardive et le temps. À 52 ans, Dubois restait imposant et en forme. Des cheveux argentés coupés courts à la militaire, au-dessus d'un visage taillé dans le granit et la déception. 2 adjoints le flanquaient, les mains posées sur leurs armes de service. Nina n'était nulle part visible. « Vous travaillez tard, Moreau, » dit Dubois sans préambule. « Je peux vous aider, gendarme ?» Les yeux froids de Dubois passèrent tout en revue. Brandon a appelé. Il dit qu'il y a eu une altercation. Il dit que vous l'avez agressé. Emma s'avança, la contusion sur sa mâchoire maintenant bien visible. Après qu'il m'ait fait ça. L'expression de Dubois ne changea pas. Brandon dit qu'Emma a attaqué la première. Il dit que vous hébergiez une personne liée aux ailes de fer. Nina Fournier. Nina Fournier n'est pas des ailes de fer, répondit Daniel d'une voix égale. C'est une adolescente dont la moto est tombée en panne dans une tempête. Votre fils et ses amis l'ont suivie ici et ont essayé de l'entraîner de force. Fournier, répéta Dubois lentement, observant le visage de Daniel. Lié à Victor Fournier, je suppose. Je ne saurais dire. N'insultez pas mon intelligence, Moreau. Vous et moi savons qui est Victor Fournier, président du chapitre Iowa des ailes de fer, la même organisation responsable de la mort des gendarmes Kellerman et Hayes en 80. Les ailes de fer ont été blanchies de ces accusations, fit remarquer Daniel. L'enquête a révélé qu'ils avaient été abattus par un club rival. Les yeux de Dubois se plissèrent légèrement. Vous semblez bien informé pour un propriétaire de station-service. Je lis les journaux. Où est-elle maintenant? Partie. Elle a appelé quelqu'un pour venir la chercher. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que mes adjoints jettent un coup d'œil. Ce n'était pas une question. Les adjoints étaient déjà en mouvement, l'un se dirigeant vers le garage, l'autre vérifiant les toilettes et le débarras. Daniel soutint le regard de Dubois. 15 ans de vie honnête dans cette ville, gendarme. Quand suis-je devenu l'ennemi? Au moment où vous avez choisi de protéger la fille d'un criminel, Dubois se pencha, baissant la voix. Où est-ce plus ancien que ça, Moreau? Prague, peut-être? 68. Le nom de la ville frappa Daniel comme un coup physique. Personne à Millbrook ne connaissait Prague. Personne, sauf les hommes qui y avaient été. Je ne sais pas de quoi vous parlez? Dubois sourit finement. Bien sûr que non. Il se redressa alors que ses adjoints revenaient, tous deux secouant la tête. Il semble que vous disiez la vérité. Elle est partie. Je vous l'avais dit. Après leur départ, Emma se tourna vers son père. Où est-elle? Daniel se dirigea vers la caisse, s'agenouillant pour soulever la trappe dissimulée en dessous. Cave de stockage. La voie est libre, Nina. Nina émergea de l'espace caché, de la poussière dans les cheveux. Vous avez une pièce de sécurité dans votre station-service? L'ancien propriétaire était paranoïaque à propos des cambriolages, expliqua Daniel. Ça s'avère utile. Comment saviez-vous qu'il fallait me cacher? Parce que je connais votre père, répondit simplement Daniel. Les mots restèrent en suspens dans le magasin silencieux. L'expression de Nina passa de la surprise au calcul. Cercle d'acier. Ce n'était pas une question. Daniel ne confirma ni ne nia. Ça fait longtemps que personne n'a utilisé ce nom. Mon père a une photo, continua Nina. 6 hommes à Prague, hiver 68. Il n'en parle jamais, mais il la garde enfermée dans son coffre. Vous y êtes, à gauche, l'air plus jeune mais pas si différent. Emma les regarda tour à tour, la confusion évidente.
Papa, de quoi parle-t-elle? Daniel soupira, 15 ans de normalité soigneusement entretenue, s'effondrant. Ta mère et moi avions convenu de ne jamais discuter de mon service. C'était classifié à l'époque, et ça l'est toujours techniquement. Le cercle d'acier n'était pas de l'armée régulière, expliqua Nina. C'était des forces spéciales conjointes de la CIA, des opérations secrètes pendant la guerre froide. Ça suffit, avertit Daniel doucement. Nina se tut, mais le respect et la méfiance emplissaient ses yeux. Daniel regarda sa montre, presque 1h du matin. Nous devrions rentrer. Thomas va nous attendre. Il se tourna vers Nina. Vous êtes la bienvenue dans notre chambre d'amis. Je ferai réparer votre moto d'ici demain. Nina hésita. Le gendarme Dubois ne vous cherchera pas chez moi, termina Daniel. Pas ce soir en tout cas. Demain, vous serez partis. La décision prise, ils verrouillèrent la station et roulèrent à travers des rues calmes jusqu'à la modeste maison à 2 étages de Daniel. L'ancienne ferme se tenait sur 2 hectares, à la périphérie de Millbrook, rénovée par les mains de Daniel après la mort de Rebecca, ayant besoin du travail physique pour l'épuiser suffisamment pour dormir. Thomas était en effet éveillé, son visage de 13 ans s'illuminant quand ils entrèrent. Malgré l'heure tardive, il était assis à la table de la cuisine, entouré de catalogues de motos et de ses propres dessins de moteurs méticuleux. La condition spinale qui tordait son dos s'était aggravée, mais son enthousiasme pour la vie restait intact. « Papa, Emma !» Son sourire vacilla quand il remarqua la contusion d'Emma, puis se transforma en curiosité à la présence de Nina. « Qui est-ce ?»« Nina », dit simplement Daniel. « Elle va rester cette nuit. Sa moto est tombée en panne. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Quel genre ?»« Sportster Ironhead », répondit Nina, se réchauffant à son intérêt sincère. « Génial !» Thomas tenta de se lever, grimaçant alors qu'il s'aidait de ses béquilles spécialisées pour se déplacer. « Je peux aider à la réparer ?»« Après l'école demain, » promit Daniel. « Maintenant au lit, mon grand. Il est bien trop tard. » Après avoir installé Thomas et montré à Nina la chambre d'amis, Daniel trouva Emma qui l'attendait dans la cuisine, une tasse de thé à la main et des questions dans les yeux. « Cercle d'acier, » dit-elle sans préambule. « Prague, tu dois m'expliquer. » Daniel s'enfonça dans la chaise en face d'elle. « En 68, j'ai été recruté pour une mission spéciale à Prague. 6 d'entre nous, tous avec des compétences particulières. La guerre froide battait son plein en coulisses. Notre travail était de perturber les renseignements soviétiques sans laisser de traces américaines. Et le père de Nina était l'un des 6. Daniel hocha la tête. Victor Fournier. Nous l'appelions Faucon, le meilleur tacticien que j'ai jamais rencontré. Intrépide, peut-être trop intrépide. Et le gendarme Dubois, lieutenant Gérald Dubois, gendarmerie militaire à l'origine, mais il s'est porté volontaire pour notre unité. Il était bon jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Emma se pencha en avant. Que s'est-il passé? Prague s'est passé. L'expression de Daniel s'assombrit. C'était censé être simple. Échange de renseignements. Nous avions des informations que les soviétiques voulaient, ils avaient un transfuge que nous devions exfiltrer. Le rendez-vous était fixé dans une usine abandonnée dans le vieux quartier de Prague. Il fit une pause, les souvenirs refaisant surface. C'était une embuscade. Quelqu'un nous a vendus. 4 hommes sont morts cette nuit-là. Le transfuge, 2 des nôtres, et soi-disant Gérald Dubois. Soi-disant. Nous pensions qu'il était mort dans la fusillade. Faucon et moi avons à peine réussi à nous en sortir vivants. Quand nous avons fait notre rapport, notre agent de liaison a dit que le corps de Dubois avait été récupéré par les soviétiques. Nous avons été exfiltrés 2 jours plus tard. Le cercle d'acier a été officiellement dissous. Mais le gendarme Dubois est bien vivant. Oui, la voix de Daniel se durcit. Il a refait surface 5 ans plus tard, avec une nouvelle identité, gracieusement fournie par le gouvernement.
Je ne savais pas qu'il s'était installé à Millbrook avant d'avoir acheté la station. À ce moment-là, Rebecca était malade. Déménager n'était pas une option. Sait-il que tu sais qu'il est vivant? Nous avions un accord tacite. Laissez le passé enterré. Jusqu'à ce soir. Daniel confirma d'un hochement de tête. Quand Brandon et ses amis sont apparus en suivant Nina, ce n'était pas une coïncidence. Dubois a dû la reconnaître. Il devait surveiller tout signe de faucon. Mais pourquoi? La mission date de plusieurs décennies. Parce que Faucon était soi-disant celui qui a tué Dubois dans cette usine, dit Daniel tranquillement. Et si Dubois a survécu, il pourrait être celui qui nous a trahis aux Soviétiques. Emma absorba cela lentement. Nina le sait-elle? J'en doute. Faucon n'a jamais accablé sa famille de fantômes. C'est pourquoi elle doit être partie demain, dit Emma. Tu ne vas pas laisser notre famille se retrouver prise dans ce qui se prépare. Exactement. Mais alors que Daniel restait éveillé dans son lit, fixant le plafond, tandis que de vieux souvenirs tourbillonnaient, il savait que demain apporterait plus qu'une moto réparée et une invitée partante. Le passé l'avait retrouvé après 15 ans d'anonymat soigneusement entretenu. Prague arrivait à Millbrook. L'aube se leva pâle et froide. Daniel se leva tôt, vérifiant Thomas avant de descendre. Il trouva Nina déjà dans la cuisine, vêtue des vêtements de la veille, se servant du café. « Vous êtes matinale, observa-t-il. Vieilles habitudes. Mon père croit aux courses avant l'aube, quel que soit le temps. » Daniel hocha la tête, se souvenant de la discipline de Faucon. « Merci pour la nuit dernière. » Peu de gens tiendraient tête à Brandon Dubois et à ses amis. Encore moins cacheraient une étrangère aux gendarmes. « Vous n'êtes pas exactement une étrangère, » fit remarquer Daniel. « Pas si vous êtes la fille de Faucon. » Nina l'étudia par-dessus sa tasse. « Il ne vous a jamais mentionné, pas directement. Mais parfois, quand il a trop bu, il parle d'une équipe qu'il avait autrefois, des hommes en qui il avait confiance de sa vie. C'était il y a longtemps. Pas pour lui. » Ils sombrèrent dans le silence, alors que la maison s'éveillait autour d'eux. Emma apparut la première, suivie de Thomas, qui bombarda immédiatement Nina de questions sur les motos. La matinée se déroula avec une normalité surprenante, petit déjeuner, préparation de Thomas pour l'école, Emma se proposant de le conduire puisque c'était son jour de congé de ses cours à l'université. Daniel débarrassait la vaisselle quand il l'entendit, le grondement distinctif de plusieurs moteurs V-twin qui approchaient, non pas de passage, mais qui s'arrêtaient. Nina l'entendit aussi. Elle se figea. « Non, » murmura-t-elle, « il ne ferait pas ça. » Mais Daniel en savait plus. Bien sûr, Victor Fournier ferait exactement cela. 20 motos étaient alignées dans son allée en formation parfaite, les motards toujours en selle, attendant. Le chrome étincelait sous le soleil du matin. Le cuir noir affichait les écussons de tête de loup inimitables des ailes de fer. Au centre, à cheval sur une Road King méticuleusement entretenue, se tenait une silhouette que Daniel aurait reconnue n'importe où. 15 ans avaient ajouté de l'argent à sa barbe et des rides autour de ses yeux. Mais Victor Fournier se tenait toujours avec une précision militaire. Comme s'il sentait qu'on l'observait, Faucon regarda directement la fenêtre où Daniel se tenait. Leurs yeux se rencontrèrent à travers les années et Faucon hocha la tête une fois. « Il est là, » dit Nina inutilement. « Tous. Comment m'a-t-il trouvé ?»« Traceur GPS dans le pendentif, » devina Daniel. « Celui en forme d'aile que vous portez. C'est exactement ce qu'il ferait. » La main de Nina vola à son collier. Il avait promis de l'espace. La version de l'espace de Faucon inclut de savoir exactement où vous êtes, dit Daniel sèchement. Certaines choses ne changent jamais. On frappa fermement à la porte, non pas de manière exigeante, mais pas hésitante. Daniel redressa ses épaules, sentant le poids du col .45 qu'il avait attaché à sa cheville la nuit dernière. Vieilles habitudes. « Restez ici, » dit-il à Nina. Il ouvrit la porte pour trouver Faucon sur le porche, flanqué de 2 autres motards. De près, les années étaient
plus évidentes, une cicatrice coupant son sourcil gauche qui n'avait pas été là, des plis plus profonds autour de sa bouche, la légère faveur qu'il accordait à sa jambe droite. « Bonjour Daniel, dit Faucon, sa voix rauque. Ça fait longtemps. Pas assez longtemps si vous apportez des problèmes chez moi. » La bouche de Faucon esquissa un sourire. Toujours aussi direct. Il désigna les hommes à côté de lui. Mes capitaines de route, Diesel et Moine. Ils garderont leur distance, si vous préférez. Pourquoi êtes-vous ici? Ma fille, le GPS montre que sa moto s'est arrêtée à votre station la nuit dernière, puis plus rien. Étant donné notre histoire, j'ai imaginé deux possibilités. Soit vous l'aidiez, soit quelqu'un l'utilisait pour m'atteindre. Elle est en sécurité, confirma Daniel. La moto est tombée en panne. La chaîne de distribution a été sabotée. L'expression de Faucon s'assombrit. Je veux la voir. C'est à Nina de décider. Nina apparut derrière Daniel. Je suis là, papa. Les traits de Faucon s'adoucirent légèrement. Nina, ça va, ma puce? Je vais bien. Pas grâce à votre appareil de suivi. Comment se passe la recherche de maman? La question prit Faucon au dépourvu. De quoi parlez-vous? Votre mère est à Des Moines avec votre tante. Nina fronça les sourcils. Non, elle ne l'est pas. Elle est partie il y a 3 jours, disant qu'elle vous rencontrait pour discuter du règlement du divorce. Quand elle n'est pas rentrée, j'ai pris la Sportster pour la chercher. Faucon échangea des regards vifs avec ses capitaines de route. « Je n'ai pas vu votre mère depuis 8 mois, Nina. Nous n'avons aucune réunion prévue. » Les implications n'échappèrent pas à Daniel. Quelqu'un avait attiré Nina et sa mère hors de leur sécurité, utilisant chacune comme appât pour l'autre. « Dubois, » dit Daniel tranquillement. Faucon hocha la tête d'un air sombre. « Peut-être, ou quelqu'un qui l'utilise. Dans tous les cas, nous devons parler. Correctement. » Il regarda Daniel. « Pour le bon vieux temps, pour le cercle d'acier. » Daniel sentit le passé et le présent entrer en collision. D'un côté, la vie tranquille qu'il avait bâtie. De l'autre, la fraternité à laquelle il avait autrefois juré allégeance par-dessus tout. « Vous feriez mieux d'entrer, » dit-il enfin, reculant. « Nous avons beaucoup à discuter. » La conversation qui suivit dura 2 heures, les voix basses et intenses, alors qu'il reconstituait le puzzle. Catherine Fournier, la mère de Nina, avait disparu 3 jours auparavant. Dubois avait agi contre Nina la nuit dernière. Et quelque part en arrière-plan, l'ombre de Prague 1968 planait. « Nous devons agir vite, » dit Faucon finalement. « Si Dubois a Catherine, il ne la gardera pas dans un endroit évident. » Daniel réfléchit. Dubois entretient un chalet de chasse à 30 km au nord, isolé, hors des registres. C'est notre premier arrêt. Mais avant qu'il ne puisse formuler un plan, le pick-up d'Emma revint bien plus tôt que prévu. Elle fit irruption par la porte, Thomas derrière elle. « Papa !» cria-t-elle d'urgence. « L'école est annulée. Le gendarme Dubois a convoqué une assemblée d'urgence ce matin, disant à tout le monde que les ailes de fer préparaient quelque chose de grand. Ils mettent en place des points de contrôle sur toutes les routes. » Thomas ajouta avec enthousiasme, « Il y avait des gendarmes partout, et Brandon disait à tout le monde que son père faisait venir des équipes tactiques. » L'étau se resserrait plus vite que prévu. Ce qui suivit fut une course désespérée contre la montre, récupérer une clé dans le bureau de Dubois, infiltrer un silo à missiles abandonné, affronter le gendarme qui les avait trahis des décennies auparavant pour une arme de la guerre froide appelée Blackstone. Un appareil capable de désactiver à distance les systèmes nucléaires, ce qui en faisait l'outil parfait pour la guerre moderne. En fin de compte, cela se résuma à un sacrifice. Élisabeth Mercier, le 6e membre du cercle d'acier, présumée morte depuis 25 ans, se révéla au moment critique. Elle avait traqué Dubois et Blackstone depuis le début, attendant le bon moment pour frapper. Lorsque Dubois tenta d'activer l'appareil, l'utilisant comme levier dans une vente à des ultranationalistes russes, Élisabeth fit son choix. Quelqu'un devait rester avec le système de contrôle de Blackstone pendant que Daniel déclenchait une impulsion électromagnétique pour le détruire.
Quelqu'un devait s'assurer que le signal ne soit pas transmis prématurément. « Vas-y », avait-elle dit à Daniel, alors que les alarmes hurlaient et que les générateurs montaient en puissance critique. « Tes enfants ont besoin de toi. Les miens sont grands depuis longtemps. C'est ma responsabilité. J'ai aidé à créer Blackstone. Il est juste que j'aide à le détruire. » Daniel avait scellé les portes blindées et couru, émergeant juste au moment où l'IEM se déclenchait, grillant tous les systèmes électroniques de l'installation. Elizabeth mourut en s'assurant que Blackstone ne menacerait jamais le monde. 3 mois plus tard, la vie était revenue à quelque chose d'approximativement normal. Dubois fut jugé, son témoignage obtenu en échange de la protection de Brandon, qui les avait finalement aidés. Catherine Fournier fut réunie avec sa famille, son identité secrète d'agent fédéral, enfin dévoilée, mais sa conscience claire. Daniel se tenait derrière le comptoir du relais de la prairie, essuyant les surfaces. La cloche retentit. Faucon entra, son gilet de cuir échangé contre une chemise en flanelle et un jean. « Le café est toujours frais ?» demanda Faucon. « Je viens de le faire. Emma est dans le garage avec Thomas, si vous les cherchez. » Faucon se versa une tasse. « Catherine a appelé hier soir. Elle a été débriefée, libérée de son service. Aucune accusation. » Bien, Nina doit être soulagée. Elle l'est. Faucon sirota son café. Des regrets? Daniel réfléchit, pensant au sacrifice d'Elisabeth, aux années passées à se cacher d'un passé qu'il avait retrouvé de toute façon, à Rebecca et à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Non, décida-t-il, aucun regret. Du garage venaient des rires, Emma et Thomas travaillant sur la vieille Harley, leur voix se mêlant à la musique de la radio. La bande-son ordinaire d'une vie ordinaire, durement acquise et précieuse. Le cercle d'acier avait été forgé dans les ombres de la guerre froide, trempé dans la trahison, testé par le temps, mais le cercle de la famille, c'était celui pour lequel il valait la peine de se battre, celui pour lequel il valait la peine de mourir si nécessaire. Et alors que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres en biais, Daniel Moreau, père, propriétaire de station-service, ancien agent, savait avec une certitude absolue qu'il avait fait le bon choix toutes ces années auparavant. Pas le héros que Rebecca craignait qu'il ne devienne, juste un homme bien. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme dont ses enfants avaient besoin, l'homme qu'il avait choisi d'être.